Alors voilà, j'ai annoncé ce que je vais soutenir, ce que je soutiens comme thèse, c'est qu'effectivement, nous avons affaire à une crise de l'humanisation. Alors, je vais vous expliquer pourquoi et en quoi, et puis on échangera peut-être quelques mots à ce propos. Alors, moi j'entends crise pas dans le sens catastrophe. Hein. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions de la crise. Il y a aussi dans le sens de la crise d'adolescence, c'est-à-dire un moment de traversée éminemment difficile. Donc, crise de l'humanisation, pour moi, c'est un moment où, à nouveau, l'humanisation est en difficulté. Il faut donc que je vous explique qu'est-ce que c'est que l'humanisation. Un grand mot pour peut-être pas grand-chose. Je le définirai comme suit. C'est le travail que doit et devra toujours, et c'est de la chance, il y a des trucs comme ça qui ne bougent pas, malgré tout ce qu'on dit, devra toujours faire chaque enfant pour se réapproprier ce qui nous fait spécifiquement humains, donc précisément la capacité de langage. Par extension alors, ce sont les conditions qui vont, ou pas, permettre à un enfant, dont vous savez que l'étymologie c'est infans, un non parlant précisément, de rendre effective la capacité de langage dont il dispose virtuellement dès la naissance, même avant, pour aboutir à ce qu'il soit capable de soutenir une parole singulière, ce qui suppose qu'il puisse la soutenir de rien, de l'absence, du trou, comme je disais ce matin, ce qui suppose qu'il puisse parler de son propre chef. J'aime bien ce mot dans la langue française qui fait entendre le mot chef là où on ne voudrait effectivement plus du tout l'entendre. Parce que c'est vrai que nous avons, et de plus en plus sans doute dans l'histoire, nous avons l'habitude de légitimer notre parole à partir des connaissances. Vous n'avez invité personne dont vous... si vous n'aviez pas supposé qu'ils avaient des connaissances. Donc nous sommes là parce que nous avons une légitimité, et d'ailleurs on peut très bien être un universitaire, pardonnez-moi, mais ne se soutenir que de ses connaissances. Et voir être, à chaque fois qu'on est invité à en dire un peu plus, s'esquiver joliment, et montrer que ces seules connaissances que l'on a enregistrées, et même que l'on a améliorées, suffisent à la légitimité d'occuper la place qu'on occupe. Mais ça m'embête toujours un peu personnellement, quand c'est comme ça, mais enfin ça arrive de plus en plus fréquemment, que ce soit les connaissances qui permettent de légitimer la parole de quelqu'un. Parce que même quand vous avez fait le tour d'un expert suffisamment doué, compétent, que sais-je, que vous avez l'occasion d'inviter l'expert d'à côté, vous constaterez que malgré toutes leurs connaissances, leurs avis finissent quand même par diverger de temps en temps. Et qu'à un moment donné, il faut quand même savoir, oui, mais au-delà de toutes vos compétences, vous en pensez quoi, hein? Bon. C'est là que souvent le sujet est mis mal à l'aise, mais c'est simplement pour dire que malgré l'ampleur des connaissances qui augmentent, vous n'allez pas complètement abolir ce point d'où vous allez tenir votre parole et qui, lui, ne peut pas se légitimer à partir de connaissances, mais au contraire, se légitime à partir du fait que vous supportez de parler à partir d'un trou, d'un vide, d'une absence, d'un rien. La formule sans doute la plus habituelle qui rend compte de ce type de légitimité, c'est celle dont je suppose, et je peux espérer que tout le monde ici présent ne l'a jamais énoncée, c'est dire « je t'aime ». Dire « je t'aime », vous aurez beau me justifier que c'est parce qu'il est magnifique, qu'elle est superbe, qu'il a des qualités terribles ou qu'elle a je ne sais pas tout quoi, mais en fin de compte, le fait que vous l'ayez dit et que vous ayez tiré conséquence de ce que vous l'ayez dit, c'est ça qui va faire la force, l'importance parfois d'ailleurs cruciale pour votre existence de l'avoir énoncé. Autrement dit, cette parole qui se soutient d'un vide et d'un trou, c'est bien quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire émerger, mais qui est pourtant tout à fait fondamental. Et c'est assez amusant parce que moi j'insiste toujours, je vous fais d'ailleurs tout de suite remarquer, je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, que c'est précisément l'endroit où les parents sont souvent convoqués. Hein?
C'est-à-dire que vous avez beau expliquer à votre petit garçon que mais non, il ne faut pas déranger aujourd'hui le monsieur qui est en train de lire là, il faut le laisser tranquille, il ne faut pas faire trop de bruit. Et pourquoi? Les parents 68 connaissent bien la multitude des explications qu'on a données aux enfants pour essayer que n'apparaisse plus la dimension autoritaire. C'est magnifique, mais aujourd'hui vous avez des enfants qui finissent par, envers et contre tout, savoir oui, mais d'où est-ce que tu me dis ça? Est-ce que quelque part je rencontre chez mon parent ou chez celui qui est de la génération d'avant, ce point-là d'où il va se soutenir, et donc, même s'il n'est pas capable de le légitimer par des connaissances, est-ce qu'il est capable de s'occuper cette place? C'est tout aussi important, figurez-vous, que la question de ne pas abuser de l'autorité. Bien sûr, il ne s'agit pas de repenser au modèle autoritaire d'hier, mais il s'agit quand même de constater qu'à force de vouloir se débarrasser du modèle autoritaire, on risque de ne plus être capable de soutenir ce qui s'appelle bêtement une autorité. C'est-à-dire quelque chose que, en fin de compte, oui, d'accord, je peux t'expliquer, mais il faudrait quand même que tu t'y fasses, ça se fait pas. Point. Voilà, comme ça, pas plus d'explications. Eh bien, vous voyez bien que c'est le même endroit. Pour pouvoir dire à un enfant, écoute, ça se fait pas, ben, il faut qu'il perçoive que vous le tenez de ce poids de trou, et pas de toute une série d'explications qu'il est toujours capable de démonter les unes après les autres. Évidemment, vous menez plus loin dans les explications que vous aurez à donner. Donc, ça nous fait... Alors, c'est des choses anodines que je vous dis là, et en même temps, elles sont fondamentales. Hein. Mais c'est simplement pour rappeler, chose qu'il nous arrive certainement d'oublier, c'est que ça fait 40 000 ans environ qu'on vit dans le langage, mais ça ne fait pas très longtemps que l'on sait que c'est quelque chose d'assez essentiel. C'est la même chose pour l'oxygène, je vous signale. Hein. Lavoisier a découvert l'oxygène en 1777, pour parler pas belge, sinon j'aurais dit 77, et ça étant, il a fait des milliers d'années que les humains, ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Bon. Eh bien, c'est assez récent, quand même, c'est depuis Freud, à mon avis, et depuis Lacan en particulier aussi, que l'on sait que la dimension du langage nous constitue humainement parlant. En tant que, on peut l'expliquer, ça se sait depuis bien avant, bien sûr, mais c'était plutôt énoncé comme ça, et là on a une argumentation qui tout à coup vient tirer conséquence de ce que, comme dit Lacan, nous vivons dans la parlotte. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre, on a parlé ce matin de la relation d'objet, avec Thierry Vincent, là, qui a repris ce terme, entre le sujet, entre quelqu'un et l'objet, il aura beau faire tout ce qu'il veut, il ne l'atteindra pas. Parce que entre cet objet et lui, c'est interposé justement ce langage qui nous fait fonctionner, qui est le système dans lequel nous fonctionnons. Alors, je veux dire quoi par là? Je veux dire que l'animal, il a un objet. Il a un objet instinctuel. Vous ne voyez pas, l'animal ne se demande pas comment il doit faire, il sait très bien où il va. Eh bien, l'être humain, justement, du fait qu'il parle, ça lui fournit cette capacité extraordinaire de nous réunir, parce que vous ne voyez pas les chiens du coin se réunir comme nous le faisons autour d'un colloque à l'occasion de l'invitation de Charles Robin, hein, c'est pas comme ça que ça se passe. Eh bien, nous, grâce à cette parole, nous sommes là, aujourd'hui, mais en même temps, nous le payons d'un prix extrêmement fort, qui est que savoir quel est l'objet qui va d'office nous concerner, nous ne le savons plus. Nous avons perdu l'instinct, en quelque sorte. On a à faire avec l'objet de la pulsion, qui n'est pas du tout le même, puisque c'est un objet qui suppose d'avoir perdu l'objet, déjà, quoi qu'il se passe. C'est la même chose entre hommes et femmes, d'où la fameuse formule que Lacan, tout le monde connaît, il n'y a pas de rapport sexuel, il veut simplement dire que entre hommes et femmes, ça ne tombe jamais juste. Et c'est pas vous qui allez me démentir, hein. Ça m'étonnerait en tout cas. Ça ne marche jamais tout à fait bien, c'est jamais tout à fait adéquat. C'est parce que c'est comme entre 100 et 3, vous pouvez diviser tant que vous voulez, ça ne tombera pas juste. C'est la même chose. Mais c'est aussi vrai dans le collectif. Vous ne voyez pas, curieusement, les humains d'office savoir comment ils doivent vivre ensemble. C'est pas vrai. Hein? Les animaux, oui. La fourmi ne montre pas, quand elle arrive sur la Terre, comment elle doit fonctionner. Ça a l'air très programmé. Eh bien, les humains, eux, ils doivent trouver un vivre ensemble qui va aussi se médiatiser par la parole. D'où d'ailleurs notre grand intérêt pour la démocratie, puisque c'est le moment où en Grèce on a inventé qu'il y avait moyen de vivre ensemble en s'organisant, en se laissant organiser par la parole. Donc
La parole, c'est quelque chose d'absolument fondamental qui caractérise notre humanité. D'où ma question, ou d'où en tout cas ce que j'essaye de dire, c'est que comment est-ce que ça se met en place chez l'être humain? Question fondamentale, puisque vous allez voir du coup que ce que je vais vous dire là va vous expliquer pourquoi aujourd'hui on est en difficulté. Comment est-ce que ça se met en place chez l'être humain, cette parole qui donc exige de manière inéluctable une négativation, une perte, quelque chose qui va faire que, je justifie tout à l'heure de vivre sans exister. Il y a une perte qui doit avoir lieu, qui est précisément cette perte que vous allez retrouver qui va faire notre inadéquation tout le temps. On ne sera jamais d'accord, on aurait beau essayer, on n'y arrivera pas tout à fait, il n'y aura pas un objet qui vous satisfera entièrement. Tout ça, ça fait partie de ce prix que l'on paye à ce que parler veut dire. Néanmoins, comment est-ce que ça se met en place? Comment est-ce que... Eh bien, ça suppose précisément que chaque enfant, d'une certaine manière, consente à perdre une jouissance qui serait totalement saturante et qu'on a l'habitude de présentifier par la mère, c'est-à-dire par le premier autre, ce qui fait que dans toutes les sociétés du monde, il y a, non pas le DIP, mais il y a un interdit de l'inceste. Tu ne resteras pas collé à ta mère. Tu ne vas pas passer ta vie dans le giron de ta mère. Tu vas devoir t'en aller, tu vas devoir partir, tu vas devoir évoluer, tu vas devoir ce que tu veux. C'est impossible de la saturation totale, qui est donc à l'origine de cet interdit, qui est à la fois quelque chose dans le social et chez l'individu, puisqu'on le retrouve singulièrement chez chacun, mais on le retrouve aussi comme organisateur de la société. Confer, Lévi-Strauss et tout ce qu'il avait amené à l'époque. Eh bien, cet interdit va donc, interdit de l'inceste, en fait, il recouvre, si vous voulez, il cache un impossible. Il est impossible que vous parliez si vous ne voulez pas, si vous voulez par exemple parler tout le temps à la bouche pleine. Pas possible, vous n'y arrivez pas. La seule chose que vous savez dire à la bouche pleine, c'est maman. Et c'est pas pour rien que dans toutes les langues du monde, les mamans se désignent par le m. Parce que ça, on peut dire en ayant entre la bouche entièrement. Bon. Et puis petit à petit, vous allez devoir, pour accéder à la différenciation de la langue, en passer par des choses où vous allez avoir ce trou, cette dimension de la perte qui va s'inscrire. Alors, comment l'enfant apprend-il cela? Vous allez me dire, ben, il le sait d'office, c'est clair, il a ça dans son programme génétique. Et c'est pas faux. Il l'a sans doute déjà dans son programme génétique de pouvoir apprendre à parler, mais il y a en même temps quelque chose de particulier, c'est qu'il n'apprendra à parler que parce qu'il voit et vit avec d'autres qui parlent. Vous n'avez pas d'un enfant qui apprend la langue. Vous savez, il y a une fameuse expérience de Frédéric de Prusse là, qui a voulu savoir quelle langue était la langue initiale, en quelque sorte. Ça a mal tourné parce qu'il avait obligé les personnes qui s'occupaient des enfants à ne pas leur parler, et tous les enfants sont morts en bas âge. Bon. Parce que parler, c'est nécessaire que l'enfant entende la parole. Il est appelé à la vie par la parole qu'il y a autour de lui. Et donc l'enfant a besoin d'avoir autour de lui quelqu'un qui parle. La langue, qui est la sienne, bien sûr, mais dans ce contexte-là, c'est la seule manière pour laquelle cette aptitude que toute la neurophysiologie, à moins d'une pathologie, lui fournit quasi à la naissance, il a néanmoins besoin des autres qui l'entourent pour pouvoir s'inscrire dans la parole. Et pour pouvoir s'inscrire dans la parole grâce aux autres qui l'entourent, il faut en plus que s'opère un double renversement. Je suis sur des choses très basiques, mais c'est pour ça que j'ai besoin de les expliquer, pour pouvoir vous expliquer pourquoi je crois qu'on est dans une crise à cet égard-là. Qu'est-ce que c'est que ce double renversement qui est nécessaire? Eh bien, le double renversement qui est nécessaire, c'est assez simple, c'est que au départ, l'enfant, il y a quelqu'un qui est autour de lui, presque totalement présent, presque tout présent, et qui est en général sa mère ou le premier autre qui s'occupe de lui, puisqu'aujourd'hui la mère, je ne suis même pas sûr que ça va être elle, donc laissons tomber tout ça. Le premier autre qui s'occupe de lui va être très présent. Et le travail de ce premier autre, très présent à son égard, va être de petit à petit, tout de suite d'ailleurs, intégrer l'absence, c'est-à-dire ne pas être là tout le temps, évoquer quelqu'un d'autre
qui a eu, entre autres, l'enfant avec lui, que sais-je. Donc petit à petit, il va introduire de l'absence. Et cette absence va être d'autant mieux métaphorisée par le rôle du père, puisque le père, lui, il n'est pas très présent au départ, il peut ne pas l'être du tout, il peut l'avoir été 9 mois avant la naissance, mais ça suffit pour qu'il y ait quelque part son enjeu intervienne. Donc d'une certaine manière, je ne vais pas développer ça, mais sachez aussi qu'il n'y a de père que chez les humains. Il y a des géniteurs chez les animaux, mais il n'y a pas de père, puisqu'il faut être dit père, il faut être appelé père. Or, cette chose-là vient bien montrer qu'au fond, il faut donc un renversement au départ de l'existence chez l'enfant et à la prévalence de la présence. Eh bien, à un moment donné, il va falloir inscrire la prévalence de l'absence. Le mot étant d'ailleurs ce qui permet de passer de la présence à l'absence. Si j'évoque ici M. Hollande, il n'est pas là, mais en même temps, vous l'avez tous évoqué, vous savez qui c'est, ça y est. Donc c'est une manière de rendre présence qui est absent. Et en même temps, quand vous rencontrez le personnage en question, vous n'avez pas ce rapport immédiat et absolu à lui, il est médiatisé aussi par la parole. Donc, prévalence de la présence passe à la prévalence de l'absence. Et à un autre renversement qui est tout aussi capital pour que cette capacité humaine fondamentale se mette en place, c'est substituer la prévalence du collectif à la prévalence de l'individu. Vous n'y coupez pas. C'est d'ailleurs très joliment ramené par Freud dans un texte assez célèbre, je crois, où il dit « L'amour des parents, si touchant et au fond si enfantin, n'est rien d'autre que leur narcissisme qui vient de renaître, et qui, malgré ses métamorphoses en amour d'objet, manifeste à ne pas s'y tromper son ancienne nature. Il existe chez les parents devant l'enfant une tendance à suspendre toutes les acquisitions culturelles dont on a extorqué la reconnaissance à son propre narcissisme. L'enfant sera réellement à nouveau le centre et le cœur de la création, His Majesty the Baby, comme on s'imaginait être jadis. Autrement dit, le départ de l'enfant, il est surinvesti, et heureusement d'ailleurs, quand ça ne se passe pas, c'est plutôt mal parti aussi. Il est surinvesti par ses parents, et ce surinvestissement doit petit à petit céder la place à la tolérance, à ce que ce un merveilleux ne soit que un comme tout le monde. Bon. Celle qui a souvent la place majeure dans nos sociétés pour dire ça, c'était, je ne dis pas que c'est encore, c'était l'école. L'école avait souvent la charge de venir rappeler que malgré que vous soyez le plus brillant des aristocrates de je ne sais pas tout quoi, on s'en fout, à l'école vous étiez un comme tout le monde, il fallait apprendre à quoi c'est tout. Le fameux uniforme qu'on ne voudrait supporterait plus aujourd'hui, elle va dit bien d'ailleurs ce qu'il veut dire, c'est même forme pour tout le monde, tout le monde doit y passer par là. Ce renversement de prévalence, c'est précisément, si vous le permettez, le point sur l'école. L'école a choc aujourd'hui. Parce que tous les gens qui participent de près ou de loin à la question de l'école savent bien que la famille aujourd'hui a tendance à venir s'immiscer dans l'école pour essayer que l'école traite son enfant de la même façon que elle, la famille, le traite, c'est-à-dire le met en position de super machin extraordinaire, brillantissime, etc. Et n'accepte pas que l'école vienne lui raboter un peu pour lui dire c'est plus calme comme tout le monde. Et ça pose d'ailleurs tout un problème à l'école qui sait du coup plus très bien comment elle va asseoir son propre travail. Mais je ne vais pas vous développer ça, simplement vous entendez tout de suite que dans le contexte du discours actuel, le double renversement, prévalence de la présence en prévalence de l'absence, à transformer, renversement de la prévalence de l'individu, roi, His Majesty the Baby, en prévalence du collectif, c'est-à-dire en consentement à admettre qu'il n'en est qu'un comme tout le monde, cette double prévalence est battue en brèche par le discours social actuel. Et ça ne nous rend pas la vie plus facile. En tout cas, ça vient mettre du plomb dans l'aile à ce travail d'humanisation. Ce n'est pas, dans un premier temps, je ne le dirais pas parce que la vie a mal tourné, parce que le néolibéralisme ceci, je ne parle pas de ça comme ça, je parle de choses beaucoup plus simples, je dirais simplement, c'est la fin d'un monde, nous assistons à la fin d'un monde, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde, et nous sommes à un renouvellement complet du monde auquel peut-être bien que nous n'avons pas
la capacité encore de faire vraiment face, tellement nous avons peut-être l'habitude de vouloir nous satisfaire de ce que nous avons fait disparaître. Je ne vais pas développer, je peux le faire, mais si dans la discussion, si vous le souhaitez, mais je voudrais simplement rappeler que ce double renversement que j'estime nécessaire pour humaniser l'enfant se trouve battu en brèche, mis à mal, par le fait que le discours social qui hier soutenait ça tout le temps, j'ai pris l'exemple de l'école, j'ai aussi pris l'exemple de l'absence, le père, l'importance de la parole du père, l'importance de l'homme sur la femme qui du coup donnait celle du père sur la femme qui était elle-même considérée comme un enfant, tout ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui était bien, j'insiste bien, je dis que c'est comme ça que ça marchait. Eh bien c'est fini. C'est fini dans le contexte d'abord de l'égalité démocratique, justement. Et à juste titre, l'égalité homme-femme est venue, et c'est récent, est venue dans le sillage de l'égalité démocratique, venir complètement battre cette affaire en brèche. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de prévalence de l'homme sur la femme, il y a homme et femme à part égale, mais attention, cette égalité qui n'est pas que celle de l'homme et de la femme, qui est de manière générale aujourd'hui valorisée comme étant le maximum de ce à quoi nous pourrions arriver, l'égalité, l'égalité se trouve d'emblée, si vous le suivez, la voie de l'égalité, vous ne pouvez qu'arriver à un moment donné à égalité parents-enfants. C'est-à-dire que si vous poussez l'égalité jusqu'au bout, de manière excessive, pourrait-on dire, vous allez buter à un moment donné sur une contradiction massive, qui est que cette loi de ce que le langage impose, à savoir qu'il y ait des parents qui parlent avant les enfants, forcément, de ce qu'il y ait des paroles qui sont dites par quelqu'un qui parle et l'un autre qui écoute, c'est-à-dire des places différentes, se trouve comme immédiatement suspicionné d'aller à l'encontre de l'idéologie de l'égalité dans laquelle nous sommes pris. Et ça devient parfois très difficile, et aujourd'hui on le voit à l'œuvre, que les parents continuent à tenir une place différente, pas égale, même s'ils sont prêts aujourd'hui à discuter avec leurs enfants et qu'il ne s'agit pas de revenir au modèle de nouveau d'autorité d'hier garantie, mais il n'empêche qu'à certains moments donnés, le parent va quand même devoir prendre une parole, ne fût-ce que pour lui montrer à l'enfant que c'est une voie possible dans le langage que de tenir sa parole de rien. Si ce n'est pas le parent qui on lui témoigne que c'est possible, comment voulez-vous que l'enfant se tire avec ça? Il a besoin de voir comment ça fonctionne autour de lui. Et il ne voit rien que ça fonctionne. Donc du coup, il va être embarrassé. Et je vous signale aussi que l'égalité qui donne d'office mauvaise presse à ceux qui seraient avant moi, qui auraient dit des choses intelligentes avant moi, va aussi venir esquinter cette idée qu'avant il y a des choses qui soient bien, l'égalité va tout niveler. Et l'égalité va aller jusqu'à un moment donné à presque nier que la langue, c'est pas vous qui l'avez inventée, mais qu'elle a été inventée avant vous, et que vous en êtes seulement les héritiers. Que vous avez peut-être pris des choses, que vous accusez d'autres, en tout cas, que la langue existe avant vous. Et deuxième mouvement, c'est là que le néolibéralisme vient pour moi se conjoindre avec la question de l'égalité et a subtilement su utiliser l'idéologie égalitaire dans laquelle nous sommes tout à fait pris pour venir forcer le trait et d'aller jusqu'à, comme c'est son rôle, comme sa fonction, ce néolibéralisme, devenir partout là où il s'agit de faire prévaloir de l'absence sur la présence, de proposer des présences substitutives, par exemple par les objets de consommation, qu'on peut aussi d'ailleurs appeler des objets de consolation. On est aussi dans une société de consolation aujourd'hui. On a toujours besoin d'être consolé du malheur qui est le nôtre, d'être pris dans cette condition humaine qui suppose la perte de l'objet. La différence, on a parlé ce matin, tout à l'heure aussi, je ne sais plus si c'est Dany ou Thierry, je crois que c'est Thierry, de différer, de devoir différer, ben oui. Et vous savez bien que nous sommes dans une société où l'immédiateté est exigée sans arrêt. Or, l'immédiateté, qu'est-ce que c'est si ce n'est précisément une manière de vouloir que la satisfaction soit la plus rapidement là et qu'il n'y ait pas cet espace entre l'objet et moi-même, et qu'au moins il existe un temps pendant lequel je vais savoir supporter la frustration, l'absence de l'objet, que sais-je. Donc on voit bien comment
je peux développer ça très longuement, hein, parce qu'il y a une longue liste très... Comment est-ce que le fonctionnement du néolibéralisme vient tout le temps, à tous les endroits, contredire ce travail nécessaire de faire prévaloir le collectif sur l'individuel ou de faire prévaloir l'absence sur la présence. Et donc c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Je prends un bête exemple, mais que j'aime toujours bien de dire parce qu'il est tellement énorme. Vous savez que quand Napoléon est mort à l'île de Sainte-Hélène, pour que la nouvelle soit connue à Paris et à Vienne, il a fallu 2 mois. Hein? Aujourd'hui, il ne serait pas encore mort, que nous serions déjà tous prévenus de sa mort imminente et invités à la regarder sur Internet, hein, pour savoir... bon, ça veut bien dire que c'est les travaux de Virilio, enfin, c'est plein de gens qui font des travaux pour montrer qu'il y a une sorte de distorsion du temps ou d'abolition de la temporalité qui vient faire qu'en effet, il y a quelque chose là qui, le temps étant à la fois la résultante d'une compétence technique nouvelle qui est Internet, et en même temps le profit qui en est généré, les deux venant se cumuler, venus se combiner pour essayer de faire en sorte que cette temporalité disparaisse dans l'épreuve quotidienne. Mais donc imaginez bien du coup ce que ça veut dire. Cela veut dire que l'enfant ou les enfants ou la génération qu'a produit ou qui s'est organisée, qui s'est mise en place pendant que cette évolution extrêmement rapide s'est faite, c'est une génération qui a eu le droit et à qui on a donné le droit de récuser les exigences de la condition humaine via le double renversement que je vous ai donné tout à l'heure. L'enfant aujourd'hui à l'école, il s'estime dans une légitimité tout à fait cohérente avec son univers social que de dire qu'il n'y a pas de raison que tu m'envoies au tableau. Quel droit est-ce que tu m'enverrais au tableau, hein? Qu'est-ce que c'est que cette... Bon. Et tout est un peu à l'avenant. Donc c'est assez énorme comment est-ce qu'on voit bien que c'est comme si on avait fourni les armes pour dire mais vous pouvez désormais... Ça n'existait pas tellement auparavant des enfants qui faisaient des phobies scolaires. Ça n'existait pas pourquoi? Il y avait de temps en temps une phobie scolaire grave, bon, ça existait, mais ça n'existait pas tellement parce que la phobie scolaire résulte de cette possibilité qu'a l'enfant de dire ce que tu exiges de moi, moi ça ne me concerne pas. La récusation c'est ça, c'est dire oui je connais, je sais, mais ça ne me concerne pas. J'évoquais tout à l'heure que c'est un peu la position que nous avons d'ailleurs souvent vis-à-vis des règles. On connaît bien les règles, mais on dit oui, mais moi quand même, non, ça ne me concerne pas ces règles-là. Hein, bon. Donc je peux très bien continuer à frauder, Elisabeth va être ravie, je peux continuer à travailler en black et en même temps à faire mon boulot. Ça ne me concerne pas. Bon. Mais cette position où la subjectivité s'organise sur une récusation des lois de ce que la condition humaine nous imprime, est une position aujourd'hui qui a ses adeptes très nombreux. Bon. Et ce n'est pas quelque chose qu'il s'agit de leur reprocher, il s'agit plutôt de demander où s'est passé le couac qui a fait qu'ils se croient tout à coup dans la possibilité de pouvoir occuper cette place en toute honnêteté, en toute rigueur et en toute cohérence avec l'environnement qui est le leur. C'est là qu'on en est. Et ça veut dire qu'on secrète du coup, parce que moi ce qui m'intéresse évidemment de la position de clinicien qui est la mienne, un peu comme celle de Thierry Vincent tout à l'heure, c'est comment est-ce que les patients viennent nous voir et de quoi est-ce qu'ils témoignent. Eh bien il me semble qu'ils témoignent souvent des effets de ça, des effets de ce qu'ils se sont eux-mêmes senti la légitimité de récuser quiconque venait leur rappeler qu'il y avait des règles auxquelles se faire. Ils n'en ont rien eu à cirer, ils n'ont pas voulu s'occuper de ça. Mais attention, ça inscrit toute une série de difficultés. Parce qu'entre autres, le moment où ils vont devoir s'approprier cette parole et la soutenir de rien, ils ne sauront pas très bien comment faire avec ça. Ça va être d'autant plus compliqué. Parce que ce dont ils s'autorisent, c'est de dire, et de dire ce qu'ils ont à dire en disant « c'est mon choix, hein, c'est moi qui ai décidé », mais ça ne s'arrive pas dans le trou. Ils n'ont pas payé le prix de ce trou, ils n'ont pas payé vraiment le prix de la perte. Et ça veut dire toute une série de conséquences, ça. Vous voyez bien que dans ce contexte-là, on produit des sujets qui, d'un côté, il faut quand même reconnaître, ça pose deux types de problèmes. Le premier, c'est des sujets pour qui les repères de hier ne fonctionnent plus et qui en avaient besoin pour pouvoir s'y retrouver. Alors ceux-là, ils peuvent toujours courir, il n'y a plus. Les repères de hier sont effondrés. Donc du coup, ils sont mis à mal. Mais il y a pire. Il n'y a que néolibéralisme aidant, justement. Les repères qu'on leur propose sont des repères qui, loin de dire vous avez affaire à cette difficulté-là qui est liée à la condition humaine et vous n'avez pas d'autre choix que de vous y confronter, la limite,
l'absence, la prévalence du collectif, ben, par rapport à tout ça, possibilité de récusation, et donc du coup dans une possibilité, et même légitimation de récusation. Par exemple, parentalité, c'est parce qu'on veut à tout prix que hommes et femmes soient égaux, et hommes et femmes, et donc aussi 2 hommes et 2 femmes, et tout ce que vous voulez, je ne vais pas développer ça longuement, mais en attendant, le point qui est très embarrassant, c'est que hommes et femmes, ou 2 hommes ou 2 femmes, de toute façon, ils ne s'entendront jamais tout à fait, et bien ce point-là, il est escamoté. Hein. Vous savez que les parents, dans le terme de parentalité, on ne retrouve plus la différence des sexes, qui était ce qui venait nous rappeler que mince alors, ça ne tournera jamais comme entre 100 et 3, ou ce sera jamais que comme entre 100 et 3. Donc ça ne marchera jamais tout à fait bien. Donc le discours social aujourd'hui prend le relais en proposant des facilitations, on peut dire, et en escamotant cet impossible qui est caché derrière l'interdit. Si l'interdit, on est content aujourd'hui de s'en être débarrassé, mais on ne s'est pas rendu compte, ou on ne veut pas prendre la mesure de ce que derrière l'interdit, il avait la fonction de masquer un impossible, et qu'aujourd'hui, on se retrouve néanmoins devant de l'impossible. Et comme ça, on ne veut pas le regarder en face, parce que du coup, ça viendrait complètement nous mettre à mal, on produit des discours qui escamotent l'impossible. Et aujourd'hui, tout doit être possible. Hein. Et si vous n'y arrivez pas à votre boulot comme il convient, ben c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à mettre plus du vôtre, ça irait mieux, etc. Vous voyez toute la suite de ces choses-là. Donc, on voit bien que du coup, c'est un déplacement dans la clinique assez important, parce que là où hier, les sujets venaient nous dire, au fond, mais est-ce que j'ai le droit de désirer ce que je désire? Moi, mon père, il voulait que je sois pharmacien, et moi, j'ai envie d'être artiste, je ne sais pas quoi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben oui, voilà, il faut travailler pour, il faut creuser la voie, et on y arrive. Aujourd'hui, les gens ne viennent plus tellement comme ça. Ils viennent plutôt dire, mais qu'est-ce que c'est que désirer? Je suis complètement happé, je suis assujetti à des tas de choses. Comment est-ce que je vais construire un désir? C'est plutôt ça leur question aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup moins déjà organisés selon ce que le langage exige de nous, et donc du coup, ils viennent plutôt demander de l'aide pour se remettre en ordre avec ce que le langage exige. Alors que hier, ils venaient plutôt se mettre en ordre ou essayer d'oser tirer les conséquences de ce que, pour eux, le langage avait déjà déterminé leur existence. Eh bien aujourd'hui, ils en sont encore là. Ils sont donc bien souvent, c'est pour ça que ça me fait dire qu'au fond, Oedipe, il a un peu passé son temps, et qu'aujourd'hui, il faut bien écrire un petit livre sur Oreste plutôt que face cachée d'Oedipe, parce que Oedipe, lui, évidemment, au fond, tout était déjà joué pour lui. Hein. Il n'a jamais dû tuer papa, ni même coucher avec maman. Il a même eu ce désir-là, il l'a fait concrètement, mais sans le savoir. Donc il n'a pas beaucoup de mérite finalement, hein. Il n'a pas de transgression. Tandis qu'Oreste, lui, il était plus compliqué. Oreste, il n'a plus de père. Aujourd'hui, vous entendez tout le temps dans la clinique, ah mais il n'y a pas de père, on ne sait pas où il est, il a disparu, etc. Et donc c'est plus simple, je dis, mais attendez, père ou pas, ça ne change rien. Vous êtes obligé de perdre maman, vous êtes obligé de renoncer à la mère, vous êtes obligé de renoncer, pas à maman d'ailleurs, à la jouissance totale que vous fantasmez dans votre tête, qui était celle d'avant le langage. Sinon, vous n'existerez pas comme sujet. Il faut que vous perdiez quelque chose, là. Il faut le sacrifice, là, comme je disais tout à l'heure, incontournable. Eh bien, donc, cette affaire-là vient nous indiquer que comment est-ce qu'il fait Oreste, comment est-ce qu'il faut pour... C'est pour ça que je dis qu'on va voir apparaître des matricides. Vous savez que le parricide aujourd'hui, c'est un mot qui dans la langue française désigne, on croit que ça désigne le père, c'est pas vrai, parricide ça désigne les deux parents. Il faudrait parler de patricide. Enfin, on sait ce que ça veut dire, il faut que tu tues tes pères et mères, vous connaissez la formule symboliquement, ce qu'elle veut dire. Il faut dire que tu prennes ton voie de ton chemin, mais aujourd'hui, c'est un peu comme s'il fallait surtout un matricide. On n'a plus qu'une seule figure maternante qui est là, dont il faut se débarrasser, et le travail n'est pas plus facile pour autant chez les sujets qui du coup viennent nous concerner, viennent nous s'adresser à nous. Alors voilà, je trouve que ça met bien en évidence pour moi trois petites choses, et je terminerai par là. D'abord qu'il y a vraiment des éclopés du discours du capitalisme, de plus en plus nombreux, c'est-à-dire de ce discours qui, dans un alliage subtil avec l'égalité démocratique, vient empêcher toute limite, tout cran d'arrêt. Et donc, du coup, laisse croire au tout possible. Et donc, n'intègre plus la notion d'impossibilité qui est pourtant inscrite au cœur même de ce que la spécificité humaine, qui est de parler, suppose.
parler suppose de donner de la place à l'impossible. Pas moyen de faire autrement. Eh bien ça, aujourd'hui, c'est escamoté. Ça, on l'a fait passer en tout là. Hier, on voulait maîtriser. Aujourd'hui, on escamote, on fait disparaître. Ça ne nous concerne plus. Mais en fait, on va de toute façon bien finir par se trouver le nez à nez face à ça. Et ça amène du coup qu'il y a véritablement une psychopathologie du néolibéralisme. D'une part, par ceux qui ont perdu les modèles d'hier, qui ne savent plus très bien comment il faut faire face. D'autre part, pour ceux qui s'appuyant sur les nouvelles illusions qu'on leur propose, finissent par évidemment ne plus savoir faire face non plus, faute de pouvoir assumer ce travail de négativation que demande la condition humaine et il n'y a pas moyen d'échapper. Ce qui me fait dire aussi, un deuxième petit point, c'est de constater, et c'est pour ça que je crois que vous faites référence souvent au travail de Jean-Claude Michéa, parce qu'il m'a l'air assez important pour être quelqu'un qui nous permet de penser que dans le discours du capitalisme aujourd'hui, il y a abrasement des structures de la relation humaine comme telle, de ce qu'elle exige. Du donner, recevoir, rendre, comme il dit, bon, c'est quelque chose qui est véritablement abrasé. Et donc, on a aujourd'hui, grâce pour moi à son travail en partie, moyen de comprendre pourquoi le néolibéralisme, en atteignant les structures anthropologiques profondes, produit du coup une pathologie spécifique à notre monde d'aujourd'hui. Et donc ça m'importe vraiment beaucoup et ça m'intéresse au plus haut point de pouvoir profiter de cette lecture en tenant en même temps compte qu'il n'y a pas de relais politique pour dire cette difficulté. Si la gauche est reprise dans ce qu'il lui appelle la même chose que la droite également soumise au néolibéralisme, ça veut dire qu'il n'y a plus de relais politique qu'il faut créer aujourd'hui pour arriver à en faire entendre que dans un tel monde, ce qu'exige anthropologiquement la relation humaine n'est plus garanti, n'est plus en tout cas fourni, n'est plus identifié clairement. Donc ça pose une série de questions, et c'est le troisième point. Quel est du coup le rôle de la psychiatrie et de la psychanalyse dans tout ça? Ça rouvre toute une série de champs de questions, parce qu'évidemment, les psychiatres et les psychanalystes voient arriver chez eux une série de gens qui sont en difficulté à l'égard de cela, et qui sont aujourd'hui, entre autres les pédopsies, et puis les psychiatres d'enfants, voient arriver des tas de parents qui viennent leur demander comment il faut faire avec des enfants. Ça fait des siècles que la transmission de parents à enfants s'est faite. Il n'y a jamais eu besoin ni d'école, ni d'aller à l'école pour se faire, ni d'aller voir un psy, ni quoi que ce soit. Et voilà qu'aujourd'hui, tout à coup, les gens ne s'y retrouvent plus. Ça paraît anodin, mais c'est énorme. C'est énorme. Et quand vous allez à l'entrée de l'école en septembre, il y a tout aussi quelque chose d'énorme que vous voyez, en tout cas en Belgique, mais je crois qu'en France, ça peut être la même chose, c'est que désormais, il y a plus de parents qui pleurent que d'enfants. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur histoire pour qu'ils ne soient pas prêts à assumer cette perte que va exiger forcément le départ de l'enfant, dont l'école est souvent le premier des signes. Bon, voilà. Et, vous voyez, donc il y a toute une évolution qui a eu lieu. Presque, moi je pense que nous sommes un peu battus de vitesse, parce que la vitesse de l'évolution et du changement a été telle que nous sommes satisfaits d'être contents d'avoir fait tomber Dieu, les chefs, les maîtres, etc. Et nous n'avons pas perçu que d'abord ce n'était que des fictions qui soutenaient une structure anthropologique irréductible, et qu'aujourd'hui nous nous retrouvons sans les figures en question, donc sans les fictions, et sans plus les moyens du coup de transmettre ce qui est pourtant nécessaire. Donc on est un peu en difficulté avec ça, et c'est aussi très riche parce que ça va nous contraindre à retrouver le vrai fondement de ce que sont ces structures anthropologiques pour essayer de tenir et de continuer à tenir la place qui s'impose. Mais ça va prendre un certain temps, d'où que je parle on est dans une crise de l'humanisation. Voilà, donc merci beaucoup.